Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui pivote principalement autour de la mondialisation, plus précisément de son interconnexion dans les différentes sphères de l'économie. Passant de l'Internet au vol d'avion, chaque pays, ou presque, est connecté par un moyen ou un autre au reste du monde. Ce phénomène se produit également au niveau des relations commerciales internationales. En effet, l'économie actuelle est très axée sur les importations et exportations de pays. Par conséquent, une dislocation de ces relations ou simplement un arrêt de ces importations-exportations pourrait être désastreuse pour l'économie de plusieurs pays. Afin de comprendre les impacts de ce genre de désastre, ce travail se penchera sur une dislocation à l'échelle quasi internationale de ce genre qui s'est déjà produite dans l'histoire, plus précisément au début du 19e siècle. On parlera ici du fameux blocus continental de Napoléon. Ce court projet explorera donc qui était Napoléon Bonaparte, qu'était le blocus qu'il a imposé sur l'Europe, ainsi que la raison d'être de ce blocus. Nous parlerons aussi des impacts que le blocus a eu sur l'économie européenne, sur l'économie des colonies et finalement sur l'économie du Canada. Afin de comprendre le blocus continental de Napoléon, il est important de connaître le personnage derrière ce stratagème. D'abord, Napoléon Bonaparte était un leader militaire et politique emblématique de la fin du 18e et du début du 19e siècle en France. Né en Corse le 15 août 1769, il est le deuxième fils vivant de l'avocat Charles Bonaparte et de Maria Letizia Ramolino. À l'âge de 10 ans, il est envoyé étudier au collège d'Autun durant un an, puis à l'école militaire de Brienne pour les 5 prochaines années, où il y reçoit une éducation militaire, notamment en artillerie ainsi qu'en politique. Séjournant principalement en Corse, il rejoint dès le début de la Révolution française les rangs des Jacobins et monte très vite les échelons d'armée, devenant général en chef de l'armée d'Italie en 1795. Il passera les 4 prochaines années à combattre dans les campagnes d'Italie et d'Égypte, où il se distingue par ses compétences tactiques et réalise ainsi une série de victoires majeures, consolidant sa réputation en tant que brillant général. Il revient ensuite en France en 1799 où, main constante de l'instabilité politique du Directoire, un gouvernement exécutif composé de 5 directeurs très affaiblis par la corruption, les dissensions internes et les problèmes économiques menacés par une forte opposition politique qui penchait dangereusement vers un retour à la monarchie, décide de mener un coup d'État avec l'appui d'alliés politiques et de son influence sur l'armée afin de défaire le Directoire et d'être élu consulat avec deux autres de ses alliés. Cependant, il écarte très vite les deux autres et est nommé premier consulat, ce qui solidifie sa position politique et lui donne la majorité des pouvoirs exécutifs et législatifs de l'État, ainsi que le pouvoir de choisir les deux autres consulats qui l'appuieront. Il prendra par la suite le contrôle intérieur du pays, soit en détruisant les Jacobins ainsi que les royalistes, qui ne veulent accepter la main tendue dans son effort de réconciliation. Finalement, afin de consolider le pouvoir, il se lance dans la campagne d'Autriche, d'où il obtient une paix temporaire lui permettant de jeter les bases de la France moderne, notamment avec le Code civil français. Il est aussi nommé empereur des Français à la suite de la tentative d'assassinat contre lui par le royaliste Cadoudal, débarqué d'Angleterre. Il se lance par la suite en guerre contre l'Angleterre par manque de fonds en 1805, mais est vaincu en mer par l'amiral Nelson, le contraignant ainsi à la conquête du continent européen qui durera jusqu'en 1812. Cependant, c'est à ce moment, en 1806, qu'il déclare le blocus continental de Napoléon, dont nous parlerons dans cette présentation, dans le but d'isoler économiquement et politiquement le Royaume-Uni pendant les guerres napoléoniennes. Pour faire court sur le reste de la vie de Napoléon, l'Empire atteint son apogée en 1812 en raison des défaites militaires en Russie et à Leipzig qui a affaibli son empire. En 1814, Napoléon est contraint d'abdiquer et exilé sur l'île d'Elbe. En 1815, il s'échappe de l'île d'Elbe et reprend brièvement le pouvoir lors des Cent-Jours. Cependant, la défaite à Waterloo contre Wellington en juin 1815 a conduit à sa seconde abdication et à son exil définitif sur l'île de Sainte-Hélène, où il est décédé en 1821. Donc définissons maintenant ce qu'était le blocus continental napoléonien. Eh bien, le blocus était en fait un ensemble de mesures commerciales anglaises prises par Napoléon. Le blocus a une date plus précise de début qui est en fait le 21 novembre 1806 et qui a été décrété en fait via le décret de Berlin. Plusieurs mesures se trouvaient dans ce décret, dont les suivants. Tout commerce avec les îles britanniques et même que toute correspondance avec elles sont interdites. Toutes les marchandises anglaises sont sujettes à être confisquées. Tous les navires, même les neutres, qui se sont arrêtés dans un port britannique, ne pourront désormais plus être reçus dans un port français ou dans un port d'un pays allié à l'Empire français. Donc, en réponse
à ces mesures mises en place par Napoléon, les Anglais ripostent à leur tour le 11 novembre 1807 et imposent eux aussi une mesure assez grave au niveau du commerce. Cette mesure est que tous les navires souhaitant voyager en eau britannique doivent payer un droit de douane. Et l'imposition de ces nouvelles règles de commerce ne fait en fait qu'augmenter la tension entre les deux pays. L'empereur Bonaparte va donc lui aussi imposer une nouvelle restriction plus invasive encore, annoncée le 13 octobre 1807 dans le décret de Fontainebleau et mise en place officiellement le 17 décembre 1807 dans le décret de Milan. Cette nouvelle restriction dicte que tout navire ayant payé un impôt au trésor britannique ou souffert la visite d'un navire anglais sera considéré comme dénationalisé et en conséquence de bonne prise. Donc dans l'ensemble, toutes les mesures mentionnées précédemment font l'essentiel du blocus continental napoléonien. Maintenant que nous avons défini ce qu'était le blocus continental, il serait intéressant de se tourner vers la raison de son instauration. Donc plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix d'imposer le blocus par Napoléon. Il a été instauré en fait en réponse aux démarches économiques anglaises déjà mises en place contre la France dues aux conquêtes napoléoniennes mentionnées précédemment. On peut donc en comprendre que, tout comme les mesures anglaises, les actions prises par Napoléon avaient pour but d'affaiblir l'économie de l'ennemi, qui dans ce cas-ci était la Grande-Bretagne. Le but du blocus était donc de vaincre la Grande-Bretagne dans une guerre commerciale et économique en permettant à la France de se réserver une grande part du marché européen et ainsi de faciliter ses futures conquêtes. Une autre raison permet d'expliquer qu'une guerre commerciale soit plus souhaitable pour la France qu'une guerre maritime contre la Grande-Bretagne. Il s'agit du fait qu'à l'époque, les Anglais possédaient l'une des meilleures flottes navales au monde. Il en était donc presque impossible pour Napoléon de battre les Anglais sur ce front. Napoléon avait d'ailleurs déjà perdu contre les Anglais, tel que mentionné plus tôt, sur les mers, et il a donc dû se tourner vers une guerre à caractère économique. Ensuite, tentons de définir l'impact que le blocus a eu sur la Grande-Bretagne. Le blocus, ayant en partie comme but de réduire les exportations britanniques, a rempli cette partie de son objectif. En effet, durant la période pendant laquelle le blocus était en place, on estime que les exportations britanniques ont chuté de 25 à 55 %. Cette grande réduction des exportations a apporté son lot de troubles pour l'économie britannique qui a par la suite subi une crise financière et industrielle. Cette crise a aussi été accompagnée d'émeutes ouvrières dues à la fermeture d'usines et à la perte d'emplois que la réduction du commerce a apporté. Toutefois, cette crise et ces émeutes ont été surmontées grâce à la forte puissance navale que la Grande-Bretagne possédait à l'époque. À ce niveau, elle ne pouvait peut-être plus commercer comme elle le voulait avec l'Europe, mais elle pouvait le faire avec ses colonies. Une partie du commerce perdu s'est donc déplacée vers ce nouveau marché. De plus, cette crise financière démontra l'importance d'être autosuffisant en termes de production de certains biens. Cette nécessité de continuer à produire emmena donc les Anglais à innover de manière à produire plus efficacement. Ce qui a été le cas des usines de textiles qui ont vu l'apparition de nouvelles machines avec lesquelles ils pouvaient produire plus efficacement. Ce vent d'innovation a aussi aidé à développer de nouveaux secteurs de production. Sans oublier que, dû à l'immensité du territoire à surveiller et à la corruption, le blocus n'a jamais été réellement complet. Une contrebande de produits britanniques a ainsi quand même réussi à se créer et à amener des produits anglais sur le continent. Somme toute, l'impact sur la Grande-Bretagne a été assez négatif, mais lui a permis de tout de même développer de nouveaux marchés et à faire progresser ses industries. Comme on peut le voir, plusieurs conséquences de cet événement se sont attaquées à la Grande-Bretagne. Penchons-nous maintenant sur les répercussions qu'a subies l'Europe dans sa globalité. Pour débuter, toute l'Europe dut se ranger derrière leur empereur, ce qu'ils firent tous, excepté pour le Portugal, l'Espagne et quelques autres pays qui furent aussitôt envahis. Donc, pour mettre en contexte, les conséquences de ce blocus, bien que certains furent hésitants, leur étaient imposées d'une certaine façon.
Tout d'abord, dû à l'absence de concurrence dans le marché français, il était temps pour les entreprises intérieures de dominer le marché. De ce fait, tous produisaient sans vraiment analyser le marché. En peu de temps, les industries se retrouvèrent en manque de matières premières essentielles à leur production. Cela est dû au ralentissement de l'activité économique portuaire d'environ 80% partout à travers le continent. Ils étaient privés de coton, de sucre, de tabac, etc. Ils ne pouvaient plus importer ni des États-Unis dû à un embargo, et ni de l'Amérique du Sud. En effet, vu le manque de matières premières, l'offre de produits ralentissait grandement, et ce, jusqu'à atteindre des prix très chers. D'ailleurs, dû au manque d'intrants, les industries ont dû faire des mises à pied atteignant plus de 40% des travailleurs totaux dans certains secteurs d'activité, ce entraînant une baisse de l'activité économique dans le continent. Maintes industries ont dû faire faillite dans le pays. On compte plus de 60 faillites durant les pires mois seulement à Paris. Pour contrer ce manque, plusieurs cherchent à industrialiser à travers les pays, mais aucune importation de machinerie ou de pièces de rechange pour les machines déjà installées n'est permise. Ces trous sans fin laissent alors place à de la contrebande dans certains pays, dû au manque d'offres, ce qui affaiblit le système instauré par Napoléon. On voit aussi de grands changements dans les échanges, beaucoup moins d'exportations et beaucoup plus de difficultés dans les importations. Par exemple, pour la compagnie de textile Oberkampf, sur 4000 balles de coton commandées, à peine 360 avaient passé la frontière. L'apparition des taxes, lois, licences et bien d'autres ont aidé à ces changements. En revanche, il n'y a pas seulement eu des bas dans ce blocus. Le manque de matières premières a poussé certains chercheurs à innover afin de trouver de nouvelles façons de produire ou trouver des produits de substitution, ce qui a mené à fruits dans certains secteurs tels que le textile, la teinture, etc. L'Europe a donc réussi à croître malgré tout, sauf à un rythme beaucoup plus faible. Quelques inventeurs français se sont aussi surpassés durant ces années en inventant le sucre de betterave, que l'on peut voir en bas à gauche, la filature mécanisée, que l'on peut voir en haut à droite, le lin, la fabrication de lin, que l'on peut voir en haut à gauche, et le pastel, comme on peut voir en bas à droite. En outre, l'Europe s'est affaiblie et a appauvri durant cette période comparativement aux autres économies mondiales, autant selon les chiffres que du point de vue de l'industrialisation. Bien que les impacts majeurs se sont produits sur le continent européen, l'Amérique s'est aussi sentie touchée par le blocus. Voyons voir comment le Canada a été chamboulé par l'instauration de ce système économique. Les grandes lignes de changement économique se sont passées dans le secteur des produits forestiers. L'Angleterre s'approvisionnait maintenant en bois provenant du Canada dû à l'abolissement des tarifs dans ce secteur d'activité. Plus de 75% des exportations en ce temps étaient reliées au marché forestier avec l'Angleterre. Dû au blocus, le Canada se retrouve alors en période d'expansion économique en se concentrant sur deux choses: approvisionner l'Angleterre et l'industrie en sa globalité, ce qui leur rapportait énormément de richesses. La croissance explosive des échanges fait rouler les ports à flot. Une augmentation des expéditions de tonneaux de plus de 1350% en moins de 10 ans aide grandement l'économie globale au Canada, mais surtout le Québec. On voit alors un essor de travailleurs dans plusieurs secteurs d'activité, naval, agricole, etc., afin d'aller travailler dans le secteur forestier qui cherche des employés afin de combler la demande anglaise. Le secteur le plus affecté est celui de l'agriculture. Plusieurs terres sont inutilisées dû à l'augmentation des coûts de transport. Donc, le coût d'opportunité était plus élevé dans le secteur du bois. De ce fait, puisque le secteur du bois rapportait beaucoup, les salaires ont grandement augmenté, ce qui donnait plus de pouvoir d'achat aux citoyens, qui dépensaient alors beaucoup plus. On voit alors une grande demande pour les produits extérieurs arrivés au Canada, ce qui fait augmenter les importations de plus de 250% en moins de 4 ans. En outre, l'activité économique du Canada a grandement augmenté et le niveau de vie a fait de même. Pour combler cette grande demande, l'innovation a aussi fait son apparition dans les industries au Québec. Cependant, dû à ce grand changement dans l'économie,
on ne retrouve plus vraiment de diversification dans ce marché, ce qui pouvait être un danger à long terme. En bref, ce système économique européen a grandement avantagé l'économie canadienne à s'enrichir plus rapidement. Donc voici ce qui conclut ce projet sur le blocus continental de Napoléon. Nous en avons compris que Napoléon est un empereur français qui a déposé les bases de la société moderne française et qui a entrepris de grandes conquêtes, que son blocus servait à affaiblir économiquement la Grande-Bretagne par représailles contre les mesures prises par celle-ci envers la France, qu'il a imposé ce blocus sur l'Europe car il voulait contrôler le marché européen afin de faciliter ses futures conquêtes, que l'impact du blocus sur l'économie européenne fut très négatif, appauvrissant la majorité des États européens, que l'impact du blocus sur l'économie des colonies britanniques et du Canada fut, au contraire des pays d'Europe, très positif pour celles-ci, leur permettant de s'enrichir et de se développer rapidement. Ainsi, il serait aussi intéressant de réfléchir sur comment un blocus de ce genre pourrait impacter l'économie planétaire qui est, de nos jours, très dépendante de la coopération entre pays et de la mondialisation.